Hola, hola, ¿qué tal? Bon alors, comment ça avance ces révisions? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous avez de quoi vous sustenter pour cette heure et demie là qui s'annonce intense. Intense pourquoi? Bah, parce que du coup là, on va commencer une revue d'un chapitre que vous détestez en général. Donc là, l'idée, ça va être cette fois d'essayer de repartir de la base, mais très rapidement, sur ce que c'est une variable aléatoire. Et du coup, pouvoir rapidement passer sur les chapitres de cette année. Alors, soit vous l'avez fait en un chapitre, soit en deux. Mais globalement, on va voir comment on ajoute des variables aléatoires et qu'est-ce qui se passe pour leurs caractéristiques. Et puis, il y aura tout ce qui est votre partie préférée sur l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Bah écoutez, comme le live précédent sur les suites, qui est d'ailleurs dispo en replay si vous ne l'avez pas vu, euh, pour ce live-là, on va du coup se baser sur les annales d'Amérique du Nord. Principalement deux, parce que je crois qu'un troisième, il n'y en a pas. Enfin, il y a de la loi binomiale, mais ça va pas jusqu'à plus loin. Du coup, bah voilà, si vous êtes prêts, et ben on va pouvoir attaquer. Hop. Bon, et puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que là, ce serait bien que vous soyez au point sur tout ce qui est la partie probabilité conditionnelle, tout le chapitre de première, disons, avec les probas totales, les sachant que, etc. Cette partie, il y a déjà une vidéo sur ça sur YouTube. Euh, mais voilà, là, on va pas traiter cette partie-là. C'est souvent la partie A d'un exercice. Les probas conditionnels, il y a tout ce qui est loi binomiale qui serait en partie B classiquement. Et en troisième partie, du coup, il y aurait le chapitre qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais du coup, je vais quasiment pas traiter de loi binomiale ni des arbres, des probas totales et tout ça. C'est pas l'objet du live d'aujourd'hui. Si vous voulez revoir ça, si c'est toujours pas acquis, je vous renvoie à la vidéo. Ok, bah écoutez, on peut démarrer. Tac. Paf paf. Hop, on va mettre 150 pour y voir quelque chose. Ok, alors du coup là, on va commencer avec un petit récap sur ce que sont les variables aléatoires. Donc c'est parti, variable aléatoire que je noterai souvent VA pour pas m'embêter, pour être poli à chaque fois. Ok, alors le principe de ça, l'exemple que je montre souvent, c'est imaginer on fait un jeu, on lance un dé et il y a des gains associés au résultat du dé. Donc par exemple, bah, les résultats du dé, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disons que si on fait 1 ou 2, alors on perd la mise de départ, disons 2 euros. Ok, donc c'est un jeu où on mise 2 euros. Ok, je jette un dé en fonction du score du dé. Je vais gagner ou pas de l'argent. Si on fait 3, 4, 5, 3, 4 ou 5, alors bah, on gagne 5 euros moins la mise de départ, disons 3 euros. Ok, donc je le mets ici, 5 euros moins la mise de départ. Et admettons que si on fait 6, eh ben, on gagne 10 euros. Donc moins la mise de départ, 7 euros. Donc 10 moins 2, pardon, 8 euros. Hop. Et ben en fait, le principe, du coup, ça va être de ne plus trop s'intéresser aux résultats du dé directement, mais principalement à la valeur du gain associé. Ou plus généralement, on ne va pas s'intéresser aux résultats directs de l'expérience, mais à une conséquence de ce résultat. Et c'est-à-dire que là, vous reconnaissez le schéma que vous avez dû voir quand vous avez vu les fonctions.
à un ensemble de départ, on associe un ensemble d'arrivées. Et du coup, ce passage de voir les probas comme des ensembles, ce qu'on fera encore avec les probas conditionnels dans la partie A, où on a des unions, des intersections, des événements contraires. Donc tout ça, c'est de la manipulation d'ensemble. Ça, c'est assez complexe. Nous, on est limité à ces quelques opérations, mais du coup, on ne sait pas faire grand-chose. Du coup, là, l'avantage, c'est de passer à une théorie numérique avec des chiffres, et donc on va pouvoir faire des calculs. En particulier, du coup, on va pouvoir, donc ça, ce serait les valeurs qu'on appellera x. C'est ce qu'on va appeler une variable, parce que c'est des valeurs qui peuvent varier, comme le x de d'habitude, avec les fonctions. Encore une fois, c'est le parallèle avec les fonctions, là. Et ça va être, du coup, il va pouvoir prendre ce x, ces valeurs-là. Donc ici, on a des valeurs discrètes. On va parler de, nous, on va étudier que des lois qu'on appelle discrètes, c'est-à-dire que les options possibles de résultats, elles sont finies. Il y a un certain nombre de possibilités de résultats. On n'aura vu que ça et vous n'en verrez pas d'autres au lycée. Mais ce serait à peu près ce qui viendrait après, disons. S'il y avait un autre chapitre de variables aléatoires, ce serait probablement les variables aléatoires continues. Bref, ne nous éloignons pas. Du coup, à partir de ça, donc ça c'est le sens de ce qu'est une variable aléatoire. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une loi de probabilité. Alors c'est quoi ça? C'est noter les issues possibles du résultat du jeu ou de l'expérience, sachant qu'on ne regarde plus les résultats directs, encore une fois, mais une conséquence de ce résultat. Alors, du coup, ici, les issues possibles, ça va être -2, 3 et 8. Okay, et du coup, en dessous, on va écrire la probabilité, pardon, qui correspond à chacune des options. Donc, la première, on a 2 chances sur 6. La troisième, d'avoir 2 euros, 3 euros, on a 3 chances sur 6. Et du coup, ce qui reste, une chance sur 6. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler une loi de probabilité. Alors, pour se simplifier les calculs qui arrivent, alors, vous allez me dire, ça n'a pas l'air de simplifier, mais on va les noter comme ça en général. Pourquoi là? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est les différentes valeurs de notre variable. Ça va être petit x1, la numéro 1, petit x2, la numéro 2, et petit x3, la numéro 3. Ok? Du coup, voilà, c'est juste pour le i là, on va s'en servir après, on le verra. Mais du coup, c'est pour numéroter de quoi on parle, de quel résultat on parle. C'est un peu comme quand vous appelez vos racines x1, x2. On les appelle x1, x2 parce qu'on les numérote, quoi. Il y en a une et il y en a une autre. Voilà, c'est un peu le même principe. Du coup, ça, on va même le simplifier en PI. Okay, la probabilité d'obtenir la colonne I, entre guillemets. Donc ici, I, il va de 1 à 3. Colonne 1, 2, 3. Ok. Du coup, une fois qu'on a cette loi de probabilité, c'est-à-dire les gains possibles et leur probabilité associée, okay, on va pouvoir regarder deux choses en particulier. On va pouvoir regarder ce qu'on peut gagner en moyenne sur tout ça. Pour ça, on va avoir un outil qu'on appelle l'espérance, qu'on note comme ça. Espérance, parce qu'on dit souvent ce qu'on peut espérer gagner. Okay, c'est dans ce sens-là. Et du coup, ça va être tout simple. Ça va juste être de multiplier le résultat possible par la probabilité qu'il arrive. En gros, c'est une moyenne pondérée. C'est comme si ça, c'était votre note, et ça, le coefficient de votre note. Enfin, plutôt ça, le coefficient. Et du coup, on va diviser par le nombre de notes total. Bref, c'est vraiment une histoire de moyenne, et c'est ça qui va être important. Donc, on va multiplier les résultats possibles avec leur proba, et tous les ajouter. Et c'est pour ça que là, la notation avec les petits i va être pratique. On va noter que c'est la somme, parce qu'on va ajouter chaque colonne. Donc on va dire de la colonne 1 à la colonne 3.
ou si je généralise à la colonne n, du coup, des issues possibles, les xi, fois les probas associés. Ok? Ça, c'est ce qu'on va appeler une caractéristique de position. C'est pour situer à peu près où on en est, où notre échantillon en est, disons. Ok? Sur cet exemple, c'est à peu près combien on peut espérer gagner si on joue un grand nombre de fois. Attention, c'est hyper important. Il faut répéter l'expérience un grand nombre de fois pour que ça ait du sens. Une moyenne sur un coup, c'est pas vraiment une moyenne en fait. Pour que ce soit représentatif, il va falloir, en général, on parle de lisser les résultats. Il va falloir jouer un grand nombre de fois pour éviter les cas un peu extrêmes qui arrivent une fois tous les temps. Donc vraiment, pour que la moyenne prenne sens, il faut qu'il y ait un grand nombre de fois, un grand nombre de termes à faire la moyenne. Ok, super. Du coup, ensuite, on a le... donc là, attendez, je vais quand même vous l'écrire. C'est la moyenne sur un très grand nombre de fois de parties, quoi, de répétitions. Disons. Comme ça englobe tout. Ok? Et ensuite, on aura la variance. La variance, alors je ne vais pas refaire en détail, mais en gros, on cherche à mesurer l'écart qu'il y a sur nos résultats. Nos résultats là, à quel point ils sont loin de la valeur moyenne. Voilà, du coup, c'est un écart par rapport à la moyenne. Imaginez, l'idée, c'est si vous avez une classe homogène, s'il y a 10 de moyenne, si la moitié de la classe a 8 et la moitié de la classe a 12, il y a un écart relativement faible par rapport à la moyenne. En revanche, si la moitié de la classe a 1 et la moitié de la classe a 19, l'écart est très grand, mais la moyenne est la même. Et du coup, on ne peut pas considérer que c'est la même chose. C'est l'ensemble de données qu'on étudie ne représente pas la même chose. Donc il fallait un outil pour traduire cette différence. Et donc c'est ce qu'on va appeler la variance. De variation, à quel point ça varie autour de la moyenne. Et cette variance, du coup, alors je ne vous redétaille pas d'où sort la formule, il faut la connaître maintenant. Du coup, on va faire l'écart à la moyenne, donc la valeur de chaque issue moins la valeur moyenne pour voir l'écart entre les deux, qu'on met au carré pour ne pas avoir l'effet de compensation à cause du moins, et qu'on multiplie encore une fois par la proba associée. Ok, donc ça c'est les caractéristiques principales, et du coup il nous en manque juste une. Là le problème c'est qu'on met notre unité au carré, donc là on avait des euros, là des euros aussi, et du coup on les met au carré, donc on aurait des euros au carré. Donc ça n'a pas de sens. Du coup on va définir l'écart type comme étant la racine de la variance. Et là du coup on retrouve des euros. Ok. Du coup ça c'était ce que vous avez vu en première. Voilà. C'est du coup définir le résultat d'une expérience, lui associer des valeurs et fonctionner seulement avec ces valeurs. Alors ici c'est des gains, mais ce n'est pas forcément des gains. Pour la loi binomiale, on va compter un nombre de succès, okay, et les probas qui correspondent. Et du coup, on peut en faire quelques analyses rapides. On peut faire la moyenne des valeurs qu'on peut obtenir et l'écart de chacune par rapport, l'écart global qu'on peut avoir par rapport à la moyenne. Du coup, ensuite, on aura les sommes de variables aléatoires. Et là, on rentre dans le chapitre de terminal. Du coup, tout ce que je viens de dire jusque-là, normalement, ça, c'est vraiment du rappel. Mais mine de rien, si vous voulez comprendre la suite, si vous n'avez pas du tout en tête ce qu'on vient de faire là, du coup, ça va être un peu compliqué. Là, on va commencer une partie qui est extrêmement calculatoire, dans le sens où c'est que des formules. Alors, on va essayer de débroussailler tout ça, de comprendre d'où elles sortent. Et l'idée, c'est que vous essayez de pas tant les apprendre toutes par cœur bêtement en essayant vraiment d'apprendre comme des caractères en chinois,
mais vraiment de comprendre d'où elles sortent. Franchement, vu comme sont posés les exercices au bac, c'est un peu dur d'imaginer comment vont être les suivants, là, enfin, les différents bacs qui vont arriver après, là, à partir de la semaine prochaine. Du coup, je pense que ça va être une partie clé, là, de comprendre d'où toutes ces formules vont sortir. Et après, bah, du coup, on prendra un temps pour aussi voir comment ça nous amène aux inégalités. Et cette partie-là, en fait, si vous la maîtrisez, ben, ce sera juste copier-coller dans les exercices. On va pas aller chercher très loin, mais si vous comprenez rien, c'est vrai que ça va être un vrai foutoir. Donc là, je vais essayer dans la mesure du possible d'être le plus clair et succinct, surtout pour pas trop en faire, pour essayer de pas vous embrouiller. Donc si jamais je commence à vous embrouiller, n'hésitez pas à poser des questions, à m'arrêter. C'est une partie importante. Alors, du coup, je vais décomposer ça en deux sections, une pour l'espérance et une pour la variance. Ok, ça va être très similaire, mais je pense que c'est plus simple de le voir sous cet angle maintenant que vous l'avez déjà vu de manière classique. Euh, Là, je vais le mettre en mode espérance puis variance. Ok, alors on commence par l'espérance, c'est un petit peu plus facile. L'espérance est une propriété très simple. Alors déjà, pardon, avant de commencer avec les caractéristiques, on va déjà définir ce que c'est la somme. Si on a des variables aléatoires différentes, ou pas, x1, x2, etc. Ok, ça c'est des VA quelconques pour l'instant. Bah du coup la somme, bah c'est tout bêtement l'ajout, on fait la somme de tout le monde quoi. Ok, et on peut tout de suite en définir du coup une moyenne. Du coup bah ça va être la somme de tout le monde divisé par le nombre total. Moyenne, comme vous l'avez toujours fait en fait. Il n'y a pas de... Là, c'est pas parce qu'il y a des 1, 2, etc. jusqu'à n que c'est compliqué. C'est des trucs. Là, on est en train de faire une addition et une moyenne. Hein. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais l'écrire comme ça pour aller un peu plus vite. Donc c'est les x1 plus blablabla jusqu'à xn divisé par n. Ok. Voilà, ça c'est juste en fait pour pouvoir parler de ça au lieu d'avoir à écrire tout le temps ces sommes-là. Ok. Donc on va pouvoir parler de Mn et Sn en général dans tous les exos. De toute façon, elles sont redéfinies pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Mais bon, ça, disons que vous l'aurez dans tous les énoncés, a priori. C'est juste le rappel de ce que c'est une somme et ce que c'est une moyenne. Ok. Du coup, maintenant je peux commencer. L'espérance. Alors du coup, là, ce qui va nous intéresser ici, nous, on sait que l'espérance, bah, c'était la somme de ça, voilà, des XIPI. Du coup, ben, pour calculer l'espérance de la somme, on va avoir une propriété hyper cool qui va être la linéarité de l'espérance. Ça, c'est pour toutes les variables aléatoires. Okay, il n'y a pas de condition. On a tout le temps la linéarité de l'espérance. Okay, ça veut dire quoi la linéarité de l'espérance? Ça veut dire que si on fait l'espérance d'une somme, donc de x1 plus x2, blabla, blabla, jusqu'à xn, alors ça revient à faire e de x1 plus e de x2, etc., plus e de xn. Ça, c'est ce qu'on appelle une propriété linéaire. Ok. L'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Ok. Nous, on a vu un cas particulier, peut-être, vous l'avez probablement vu comme ça dans le cours, où on n'en prend que 2. Donc S2, disons. Donc ce serait E de x1 plus x2. Ou, vous l'avez peut-être vu comme ça, E de x plus y. Peu importe hein, comment on les appelle. Si on n'en a que 2 en général, on les appelle xy. Si on en a plus que 2, on les appelle 1, 2, 3, le nombre qu'on a. Et bah du coup, ça revient au même. Ça donne E de x1 plus x2 ou E de x plus y. Ok. Voilà. Alors maintenant, si... Alors je vais le souligner quand même parce que ça c'est hyper important. C'est toutes les variables aléatoires. Et maintenant, si ces variables sont identiques,
c'est-à-dire qu'elles suivent toutes la même loi. Si ces VA sont identiques, donc qu'elles suivent toutes la même loi, on va dire qu'elles suivent la même loi X, ok, pour généraliser, même loi X, ok. Tous les X1, X2, X3, etc. suivent la même loi, ok. Là, c'était un N, je me rends compte. Donc, bah, si je reprends ça là, et que c'est toutes les mêmes, bah, je vais pouvoir dire directement que E de Sn, c'est finalement E de x plus E de x plus E de x autant de fois jusqu'à n. N fois quoi. Donc, n fois E de x. Ok? Donc en fait, ça c'est une des formules que vous avez dû voir, mais bah, cette formule, en fait, une fois qu'on a compris la linéarité, bah, finalement, c'est un peu de bon sens. Si tu t'en as plein, tu fais la somme, bah, tu sais que du coup, c'est l'espérance de chacune, tu les ajoutes. Vu que c'est toutes les mêmes, bah, ça fait le nombre de fois que tu l'as ajouté, quoi. Ouais. Et du coup, ben, ça, on peut directement en déduire ce qu'on obtient pour E de Mn. Parce que Mn, c'est la moyenne, c'est-à-dire c'est Sn sur n, on a dit. Bah, du coup, par linéarité de l'espérance, on va pouvoir sortir le n, ok? Ou si vous préférez, ouais, si, comme ça. Hop. Ok? Ça, c'est parce que c'est linéaire. Je vous le montre avec 2 ici. Ça nous aurait donné finalement ça là. J'aurais pu dire que c'était E de 2 fois x. Ok, vu que c'est la même. Donc 2 E de x. Ok, s'il y a un coefficient multiplicateur, il sort par linéarité. Ok. Hop. Du coup, ben, E de Sn, on a dit que c'était ça. Du coup, les n se simplifient et il me reste E de x. Alors, encore une fois, c'est important parce que vous allez voir dans les annales, ils les présentent un peu sous toutes les formes. Des fois, ils utilisent Sn, des fois, ils utilisent Mn, des fois, ils utilisent X. Et ils mélangent un peu. Bon, faut quand même avoir les idées claires pour comprendre un peu d'où sort tout ça. Ok. Alors, du coup, ici, je peux continuer. Du coup, maintenant, on va pouvoir voir la variance. Je crois que j'ai tout dit pour l'espérance. La variance, du coup, on va avoir exactement la même chose. C'est juste que si les VA sont quelconques, ok, ben, on n'a pas de linéarité, en fait. Du coup, il faudra qu'elles soient indépendantes. Et ça, c'est hyper important à savoir. Donc, le seul truc qu'on a, c'est si on a ça, donc un certain nombre de fois la variable aléatoire, alors elle sort au carré. Parce que dans la variance, c'est au carré, ici. On l'avait vu. Donc si on factorise, eh ben, ça va sortir au carré. Ok. Et du coup, là, pour la variance, ce qui va être absolument clé, c'est quand elles sont indépendantes, je disais. Là, ça va être linéaire. Et on va avoir les mêmes propriétés, du coup. Donc, si les VA sont indépendantes, alors à ce moment-là, on aura linéarité. Et donc, on retrouve toutes les propriétés qu'on avait pour l'espérance. Ok, ça va être exactement la même chose. Ce qu'on a vu ici, là, E de Sn, ça, bah, du coup, on l'a coupé en plusieurs E, bah, là, ça va être pareil. Ok? Donc, V de Sn, donc V de x1 plus x2, blabla, jusqu'à xn, ça va donner V de x1 plus V de x2 plus blablabla plus V de xn. Ok? Et là, à ce moment-là, si elles sont identiques de la même façon, si identiques, donc je répète pas tout, mais c'est pareil que là-haut, bah du coup ça va donner le même résultat. V de Sn égale n fois V de x. Ok? Et du coup, pour la moyenne, en faisant le même raisonnement que plus haut là, donc ça c'est si identique, tac, tac, V de Mn, bah du coup c'est V de Sn sur n carré, donc
ça va nous donner v de x sur n cette fois. Ok, donc du coup, ça nous fait ces formules-là. Alors, je ne vais même pas les encadrer parce qu'en fait, il faudrait que tout ça, vous le compreniez. Ce serait presque pas des formules à apprendre par cœur, mais plutôt à savoir si on vous parle de Mn et comprendre pourquoi ça donne ça. Bon, voilà. Si vraiment ça vous semble trop compliqué, bon bah oui, effectivement, il faut l'apprendre par cœur. Mais idéalement, si vous avez à peu près compris ce que je viens d'expliquer, elles ont un peu plus de sens. Donc nous, on aura en général la partie où on a en général une loi binomiale, et ensuite on va passer à une somme de variables. Et jusqu'à maintenant, elles ont dès le début été identiques et indépendantes. Donc, il n'y avait pas de problème particulier sur mince, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il n'y avait pas de problème particulier pour les calculer. Donc, voilà, c'est ça essentiellement qu'on va utiliser avec les Sn et les Mn pour l'espérance et la variance. Ok? Tout ce qu'on a vu un peu avant, ça on ne l'a pas trop encore vu utilisé. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais là, souvent, ce qu'on voit, c'est plutôt des variables aléatoires, identiques et indépendantes dès le début. Donc, on a direct ce genre de propriété-là. Ok. Alors maintenant, on va pouvoir s'intéresser directement à la loi aux inégalités de Chebyshev là. Et ça, je vais essayer de vous le réexpliquer aussi, mais encore une fois, je vais essayer d'abréger, même si c'est pas facile parce que sinon vous allez rien comprendre. Alors en fait, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, ce qu'il faut absolument comprendre, et on le verra, c'est trop bien là, l'anal, je sais plus si c'est jour 1 ou jour 2, celle avec le basket, là on la verra tout à l'heure. Celle-là, elle permet bien de comprendre pourquoi d'un coup on va avoir besoin d'utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors, je vous le dis déjà, mais on y reviendra, c'est quand on ne connaît rien, presque, quand on ne connaît pas les probabilités d'une variable aléatoire, les probabilités détaillées, quand on ne connaît pas la loi, eh ben on ne peut pas calculer, on peut rien faire comme calcul. Si on ne connaît pas les probas de chacune, ben, de chacune des issues, on ne va pas pouvoir faire de calcul du tout. Si sur le tableau de tout à l'heure, sur la loi de probabilité, s'il nous manque la ligne du bas, ben on peut rien faire, en fait. Et ben, finalement, si, on va pouvoir faire pas mal de trucs seulement en connaissant la moyenne, donc l'espérance. Ok? Et puis, on va pouvoir pousser un peu si on connaît également la variance. Donc, juste en ayant des indicateurs moyens, sans détail de rien du tout, on va pouvoir quand même estimer des probas. Et c'est pour ça, votre prof a dû vous dire que c'était des estimations très larges, mais il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas de données au départ. On ne connaît que l'espérance et, un peu plus loin, la variance. C'est-à-dire un résultat moyen, donc par exemple au basket, on sait le nombre de points moyens qu'il met, et l'écart à peu près entre chaque match, et c'est tout. Mais on ne connaît pas du tout de détails, aucune probabilité. Ben, on va pouvoir quand même estimer certaines probabilités. Alors on va voir. Du coup, ça c'est hyper important, et d'ailleurs je le note bien, on ne va pas calculer de proba. Okay, on ne va pas avoir une valeur exacte. On ne la calcule pas, on l'estime. Okay, on va la majorer. Okay, lui donner une valeur qui a priori ne peut pas dépasser, ne sera pas supérieure à. Okay, ou minorer si on généralise. Donc on va en gros, voilà, on peut dire on va l'estimer, l'encadrer. Ok? Parfait. Alors, le lien, en fait, il est très simple. Je ne vais pas redémontrer les résultats
Ok? Ils sont quand même très intéressants, mais je vais essayer de vous donner juste les points clés pour qu'on puisse avancer. Alors, du coup, tout a commencé par cette inégalité-là. En gros, là, on est dans le cas où on connaît que E et V. Hein, ok? On connaît rien d'autre sur la variable aléatoire x. Donc, on a pu estimer que la probabilité qu'elle soit supérieure à un certain nombre, bah, cette proba, elle est plus petite que la moyenne divisée par ce nombre. Ok? Dans le cas, alors je le précise vite fait pour que on ne me dise pas que je suis pas rigoureux. Hop, il faut que les valeurs de x soient positives dans ce cas-là et que a soit un nombre du coup positif. Ok? Euh, donc d'ailleurs positif ou nul. Non, bah pas nul pour le a, pardon. Attention, attention, on divise pas par 0. Qui l'avait vu d'ailleurs que si je mettais ou égal, ça me faisait diviser par 0. Euh, Quant à elle, la variable aléatoire, si elle peut être égale à 0, il n'y a pas de problème. Ça arrive très souvent. Ok. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Markov. Donc, on ne va pas s'en servir tel quel, nous, on ne l'a jamais utilisé, mais c'est le point de départ de tout le reste. En fait, tout a suivi un peu une chronologie, on peut le dire. Il me semble qu'elle est vraiment historique, mais faudrait vérifier, hein, je suis pas calé. Mais en gros, en tout cas, de raisonnement, c'est vraiment dans l'ordre que ça varie. Toutes les égalités et inégalités que vous avez vues vont arriver à partir de ça, les unes après les autres. Alors en fait, là, si on applique cette inégalité, si on remplace le x là, ce x ici, si à la place je lui mets x moins e de x au carré, ok, et ben du coup, ça va me donner l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Ok. Du coup, voilà, en fait, la démonstration, je vais pas la faire. Euh, Elle est probablement dans votre cours, et sinon vous pouvez aller voir sur le site. Sur le site, elle y est, dans mon cours. Là, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'en fait, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle sort pas de nulle part. On est parti de cette inégalité-là, qui permet d'avoir des infos sur les probas juste en connaissant la valeur moyenne. Très bien. Du coup, on va pouvoir chercher des infos sur l'écart. C'est ça qui va nous intéresser dans la loi de Chebyshev. Ok? On va regarder l'écart et non pas la variable toute seule. Et du coup, ça va nous donner, donc ça, ce sera équivalent du coup, enfin, par système d'équivalence, ça va nous amener à x moins ex. Ok? En valeur absolue. Donc encore une fois, je détaille pas, mais on reviendra sur la valeur absolue de toute façon juste après. Tac, inférieur ou égal à v de x sur a carré. Ok? Alors, vous l'avez probablement vu avec un delta. Pour la différencier, on l'appelle delta. Ok? Mais c'est pareil. C'est un nombre. Ok? Donc là, l'écart entre les deux, la probabilité d'avoir un tel écart entre les valeurs et la moyenne, ben on va regarder à quel point elle peut être supérieure à un certain nombre. Et ça va être du coup cette fois majoré, comme je disais tout à l'heure. Ok? Alors, ça c'est bien aimé Chebyshev. Ok? Donc je vais juste écrire BT. Si maintenant on applique cette inégalité-là directement, pas à x, mais à une moyenne de plusieurs x, alors on va obtenir l'inégalité de concentration. Ok? Mais finalement, je vois en fait que dans les programmes, elle est notée comme ça, mais dans les annales, dans les corrections, ils appellent tout le temps l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Bah oui, parce que c'est la même. Ok? On lui donne un autre nom pour bien dire que on a un concentré de valeurs, si vous voulez. On en a plusieurs et pas une seule. Ok? C'est juste ça la différence. Et en fait, bah, si on met mn ici,
Et Mn là, du coup, parce que du coup, il faut remplacer tous les x, forcément. Bah, du coup, on va réutiliser les propriétés qu'on a vues au-dessus pour avoir l'inégalité de concentration. Okay, donc, je ne sais même pas si vous avez besoin de l'apprendre, parce que si vous connaissez les formules du haut, vous pouvez à chaque fois le retrouver. Okay, donc, ici, ça nous donnerait P de Mn moins Ex. Mince, pardon. Du coup, E de Mn, pour rappel, c'est E de X. Ok. Supérieur ou égal à delta. V de Mn, ça c'était V de X sur N. Donc je le mets directement. V de X sur N. Et delta, toujours au carré de la formule d'avant. Ok, donc je mets tout de suite la forme finale. Ok, donc en fait, d'ailleurs, je vais écrire les deux parce qu'il me semble que dans une annale, on la présente directement avec les Mn, en fait. Hop, là, j'ai oublié une barre, hop, hop. Et du coup, V de Mn. En fait, c'est ça que je vous disais. Si vous savez maîtriser ces formules, que vous utilisiez l'une ou l'autre avec Mn, avec X, ben, ça revient au même en fait. Vous comprenez exactement quel est le passage de l'un à l'autre. Et dans les annales, c'est des fois ils utilisent celle du haut, des fois ils utilisent celle du bas, avec X ou avec Mn. Ok, avec une certaine valeur de M par exemple, de N par exemple. Je crois qu'il y a M50 dans une annale. Et voilà, on a fait le tour. Alors, il reste un dernier truc. Ça, c'est du coup l'intérêt principal pour lequel on vous fait étudier tout ça. Okay, déjà parce que on vous montre que si on ne connaît rien à une donnée, juste sa moyenne et l'écart à sa moyenne, alors on peut quand même estimer des probabilités de résultats. Okay, donc déjà, ça, c'est une bonne avancée dans la recherche mathématique. Okay, donc les probas, je sais que vous êtes conscient que ce genre d'analyse statistique et probabiliste, il y en a partout, ne serait-ce que dans le sport. Euh, c'est vraiment omniprésent, quoi. Les statistiques des joueurs, c'est ce qui va rapporter de l'argent a priori. Donc il y a des probas de gains en fonction de tel ou tel joueur. C'est extrêmement complexe. Mais du coup, ça passe par commencer par estimer ce genre de choses, comprendre comment ça fonctionne. Et ceux qui continueront un peu plus loin dans l'étude de données, les probas sont tout le temps comme ça. C'est fini les probas après une chance sur 6 de faire un 3 au dé. Hein. Mais bon, finalement, ça se construit comme ça. Tout a été une pierre l'une au-dessus de l'autre. Et on a besoin de toutes les pierres pour pouvoir faire l'ensemble de l'étude. Ok, alors dernier truc, et après on passe aux annales. L'idée là, c'est que si jamais, donc je vais regarder celle-ci là, ok, la simplifiée. Si jamais je prends un n de plus en plus grand, bah les n ils sont où? Les n ils sont là. Oups. Hop. Ça relague un peu. Hop. Les n ils sont là et là. Ok. Bon bah si ce n là de la moyenne il augmente, bon bah ça veut dire qu'on a un échantillon de plus en plus grand. Ok. Voilà, on regarde sur un plus grand nombre de variables aléatoires. La somme est de plus en plus grande. Qu'est-ce qui se passe si on prend une somme de plus en plus grande, donc un échantillon toujours plus grand? Ben, plus il y a de nombres, plus on fait d'essais, plus ce n-là, à droite de l'inégalité, il va augmenter. Et donc, on peut dire que n, là, si on le fait grandir vers l'infini, alors ça va tendre vers 0. Ok? Et ça, c'est la loi des grands nombres. Ok? Et du coup, la beauté du truc, c'est que on vous fait la loi des grands nombres, on vous l'a imposée depuis qu'on vous parle de ce genre de au collège. On vous a dit que plus on répétait un nombre de fois, plus les résultats étaient précis, disons, pour le faire simple. Et ben, c'est seulement maintenant que vous le démontrez précisément et rigoureusement. Voilà.
Donc ça permet de conclure le lycée finalement, de boucler la boucle. Donc c'est plutôt un clin d'œil sympa. Bref, chacun se fera son propre avis. Ok, et ben là on est prêt à commencer les annales. Donc on va commencer par... il y en a une qui est un peu mieux. Ouais, je crois que celle d'avant, elle est un peu mieux pour commencer. C'est le jour 1. Ouais, nous on va commencer par le jour 2 là. Ça c'est le jour 2, pas secours, c'est le jour 2 normal. Là, bah, c'est celui que je disais, là, celui avec le basket. Donc, tout ce qui est sur la loi binomiale, je vais passer très rapidement. On va essentiellement aller aux sommes de variables aléatoires. Euh, voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur tout ça. Ensuite, bah allez, c'est parti. Du coup, là, on note bien les parties A et B sont indépendantes. Ok. Ça veut dire que la partie où il y a la somme de variables aléatoires, on peut la traiter sans avoir traité celle d'avant. Ok. Et vice-versa. Donc vous voyez que c'est assez bien séparé quand même. Donc, donc on voit bien, là, on voit bien qu'on se lance dans les sommes de variables. On les reconnaît là, les x1, xn. Ok. Alors, juste pour commenter rapidement de quoi on parle, donc là on regarde donc encore dans le sport. Euh, bon, là c'est un exemple évidemment très simplifié, hein. Je ne suis pas sûr qu'un entraîneur comme ça de quartier il fasse des stats pareils, hein, mais bon, il faut imaginer que on va employer ce genre de moyens quand il y aura de l'argent et donc il faut aller voir chez les pros, quoi. Bref, du coup, ici, donc on regarde les paniers à 3 points, ok. Il dit qu'à l'entraînement, ben, ce gars-là, Victor, il réussit avec une proba de 0,32 lorsqu'il tire un lancer à 3 points. Et là, on regarde une série de 15 lancers. Et chaque lancer est indépendant. Donc, on va pouvoir regarder s'il met son panier ou s'il ne le met pas. Et du coup, compter le nombre de succès. Ok. Donc là, dans les deux annales, on verra, là on admet qu'on suit une loi binomiale. Alors c'est étonnant qu'il vous la fasse admettre. Bon, pourquoi pas. C'est pas très long à justifier, hein. Pour rappel, il faut qu'il y ait deux issues, ok, et qu'on répète cette expérience à deux issues n fois de manière indépendante et identique. Ok. Et si x compte le nombre de succès, alors x suit une loi binomiale. Ok. Et à chaque fois, il faut préciser les paramètres. Donc là, c'est que ce qu'il nous demande. Les paramètres, c'est la proba de réussite, de succès, et le nombre d'essais. Donc ici, 15 pour n et p 0,32. La probabilité de réussir exactement 4 paniers, c'est p de x égale 4. Facile, calculette. La probabilité de réussir au plus 6 paniers, facile. Alors, facile si on sait qu'en français, au plus, ça veut dire maximum. Ok. Maximum inclus. Donc ça veut dire au plus 6 paniers, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Toutes ces possibilités. Donc c'est inférieur ou égal à 6. L'espérance de la variable aléatoire, du coup, ça nous remonte sur le cours là, ça nous remonte à cette partie-là, là, l'espérance. Alors il se trouve que pour la loi binomiale, vu que c'est une loi où il n'y a que deux issues, bah les résultats vont être particulièrement simples. Et en particulier pour l'espérance, ça va être n fois p, donc 15 fois 0,32. Ok. Bien. Si jamais on en a besoin par la suite, je ne me rappelle plus, je reviendrai la chercher ici. Encore une fois, je vais vite parce que ce n'est pas l'objectif de faire la loi binomiale. La correction est en ligne, mais ça, ce serait bien que jusqu'à la question 4, au moins, ce soit clair quand même. Alors la question 5, elle est un peu intermédiaire entre la partie A et la partie B, dans le sens où, du coup, on va exprimer une variable en fonction d'une autre. Okay, et donc faire intervenir la linéarité de l'espérance. Donc, voilà. Bon, bref.
Mais c'est pas très compliqué en soi, il faut rester très posé là. T, c'est la variable aléatoire, ils le mettent en gras qui donne le nombre de points. Bon, ok, le nombre de points, c'est 3 points par panier. Enfin, ça va être le nombre de paniers fois 3, du coup. Et le nombre de paniers, c'est n. Donc, t, il est égal à 3 fois n. 3 fois pour 3 points fois le nombre de paniers marqués, n. Ok, donc t égale 3 fois n. Donc du coup, l'espérance de t, bah, on en arrive à celle-ci. Ok? Parce que là, on aura 3n, c'est n plus n plus n, 3 fois. Donc on aura 3 fois e de x. Ok? Donc 3 fois e de n, pardon, dans cet exemple. Donc, je peux peut-être vous l'écrire pour avoir les résultats intermédiaires. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la question 4, c'était E de n. Et ça, c'était donc 15 fois 0, 32. 0,32, donc ça fait 4,8. Hein. Je le fais de mémoire, hein. Je ne suis pas une machine en calcul mental. D'ailleurs, hein, si à n'importe quel moment vous voyez une erreur, n'hésitez pas à me la mentionner. Hein. Je ne suis pas irréprochable. 5 du coup c'était, donc t c'est 3 fois n, on a dit, donc e de t ce sera e de 3n, et par linéarité de l'espérance, ce sera 3 fois e de n. Ouais. Donc 3 fois 4,8. Voilà, super. Et donc donnez-en une interprétation, encore une fois une interprétation de l'espérance. C'est du coup le nombre de points, donc la valeur de t moyenne, donc le nombre de points moyens marqué par série de 15 lancers, si dans le cas où il le répète un grand nombre de fois. Ok? Donc où il répète 15 fois ces essais là plusieurs fois. Donc la moyenne d'une série de 15 lancers sur beaucoup de séries, c'est l'espérance. Ok, alors là, du coup, en fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que cette question-là, elle va être intéressante. Là, si vous avez fait des annales sur Bien-Aimé Tchebychev, vous pouvez vous dire « Ah, attends, là, une inégalité, les probas des inégalités, c'est pas pour reconstruire l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev ?» Non, ici. Pourquoi? On a dit que l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev et tout ce qui vient de ça et tout ce qui en découle, c'est qu'on l'utilise seulement si on ne connaît rien de x, sauf son espérance et sa variance. Ok? Pour l'estimer, parce qu'on ne pourra pas la calculer. Mais ici, on connaît plein de trucs sur t, sachant que t, c'est juste 3 fois n. Et n, c'est une loi binomiale, ça suit une loi binomiale. Donc on connaît l'espérance, la variance, facile, tous ces trucs-là. Pour la loi binomiale, on sait plein de trucs en fait, on sait tout sur la loi binomiale, sur la loi n. Donc, sur la loi suivie par n, pardon. Donc si on connaît n en entier, on connaît forcément t aussi parce que c'est 3 fois n. Et donc cette proba, on peut la calculer directement, pas seulement l'estimer, on peut dire qu'elle est égale à quelque chose. Alors que ici, on n'a que des inégalités. Okay? On ne va pas pouvoir la calculer exactement. Donc là qu'on connaît tout, l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, elle ne sert à rien. Elle va nous apprendre bien moins d'informations que si on fait le calcul direct. Et donc là, pour rappel, parce que ça, on le voit quand même pas très très souvent, ce genre de proba à calculer. Donc c'est intéressant que pour une fois, il y en ait une. Donc là, ça fait T et c'est 18. Hop, du coup, ben, T, c'est 3n. Donc on va diviser par n partout, dans l'inégalité, je veux dire. Donc ça va nous donner 12 divisé par 3,
ça va faire 4. 3n divisé par 3, bah, du coup, il n'y a plus de 3. Et 18 divisé par 4, par 3, ça fait 6. Et ça, bah, vu que les nombres sont petits, ben, la probabilité que n soit compris entre 4 et 6, donc que le nombre de paniers marqués soit entre 4 et 6 sur les 15. Bah, c'est quoi les possibilités entre 4 et 6? Bah, 4, 5, 6. Donc ça, en fait, c'est P de 4, P de n égale 4, donc 4 paniers marqués, plus la probabilité d'en marquer 5, plus la probabilité d'en marquer 6. Ok? Là, vu qu'il n'y en a que 3, vous pouvez le voir comme ça, comme la somme des 3. Ou, si vous le faites avec des grands nombres, ou là, si vous aviez 40 et 60, vous n'auriez pas pu faire 40 plus 41 plus 42 jusqu'à 60. Ça aurait pris un temps fou. Du coup, là, vous pouvez vous dire que c'est la probabilité que, non, pas xn, ce soit inférieur à 6, moins bah, ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Okay, la probabilité de n plus petit que 6, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais nous, on veut que 4, 5, 6. Donc, je vais enlever 0, 1, 2, 3. C'est-à-dire la probabilité que n soit inférieur ou égal à 3. Ok? Bon, là, au choix. C'est à peu près équivalent. Et là, bah, vous le faites à la calculette. Hein, c'est une loi binomiale, vous le rentrez dans la calculette. Et du coup, en plus, on l'a déjà fait. Au plus 6 paniers, vous l'avez déjà calculé dans la question 3. Donc, vaut mieux fonctionner avec cette technique et recalculer seulement celle-ci et la soustraire au résultat de la question 3. Bah d'ailleurs, ouais, sinon vous aviez calculé exactement 4, donc il restait à calculer exactement 5 et exactement 6. Bon, au choix, ça revient à peu près au même. Bien, alors maintenant on va pouvoir passer directement à nos sommes de variables aléatoires, à la partie vraiment un peu plus délicate. Ici, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que là, vous le reconnaissez déjà. Et pourquoi maintenant on va passer à ça? Et là, si on connaissait tout, pourquoi d'un coup on va passer à Chebyshev? Si Chebyshev, c'est que quand on ne connaît pas quasiment rien de notre variable aléatoire. Là, on connaissait tout. Bah oui, mais là, on va s'intéresser à une autre. Une autre, où celle-là, on ne sait rien pour le coup. C'est la variable aléatoire qui donne le nombre de points marqués par Victor lors d'un match. Et jusqu'à maintenant, c'était une série de 15 lancés à l'entraînement. Ok, donc ça, du coup, il avait assimilé une loi binomiale. Là, par match, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout. Ok? Et du coup, ben, les seules informations qu'on peut avoir, qui nous donnent, c'est l'espérance, c'est-à-dire le nombre moyen de points marqués par Victor lors d'un match, en considérant un grand nombre de matchs, et la variance, bah, l'écart moyen par rapport à la moyenne. Okay? Si on sait que ça, ça c'est des choses qui sont, qui sont données par exemple sur un joueur. Vous pouvez avoir une fiche statistique d'un joueur où on vous donne son espérance de points, donc le nombre de points moyens qu'il marque par match, les écarts de points. Donc voilà, vous pouvez avoir ce genre d'infos sur une fiche résumée qu'un agent pourrait envoyer à un club pour faire recruter son joueur. Ok, voilà. Donc là, vu qu'on connaît rien, pas le choix. On va pas pouvoir calculer de proba. On va juste pouvoir les estimer. Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, tout ça, bon, bah, il faut le lire, il faut prendre le temps de le lire, mais c'est comme d'habitude. Il faut juste être bien sûr de quoi on parle. Ici, bah, en fait, on va faire la somme de plusieurs matchs. Ok? Un nombre de points marqués au cours des premier, deuxième et énième match. Ok? x1 nombre de, nombre de points au match 1, x2 nombre de points au match 2, etc. Ok? Et donc, si on fait la somme, c'est le nombre de points marqués sur l'ensemble des n matchs. Mais on va vouloir prendre une moyenne et donc on va diviser par le nombre de matchs. Alors là, j'en profite, je pense que j'aurais peut-être dû le mentionner avant, je sais pas, mais en tout cas, c'est un bon moment pour le faire. Là, vous voyez, on parle de moyenne. On dit que la moyenne, c'est 22. Et là,
on sort une autre moyenne, mais on la connaît pas la moyenne si c'est 22? Bah en fait, ça, c'est ce qu'on va dire une moyenne théorique. Ok? On va regarder, voilà, c'est une moyenne théorique, calculable. Celle-ci, ça va être une moyenne qu'on dit empirique, c'est-à-dire qu'on observe par l'expérience, ok? Expérimentale. Donc ça, c'est ce qu'on observe, ce qui se passe dans la réalité, et ça, c'est ce qui devrait se passer si les calculs sont justes, disons, si le modèle est bon. Et on va voir, l'intérêt de tout ça, ça va être à quel point la valeur moyenne exacte, enfin, qui observable, empirique, s'éloigne ou non de la moyenne théorique. Donc, par exemple, si un agent a vendu un joueur en disant qu'il marque 22 points par match en moyenne et que la moyenne observée est très loin, bah c'est que il y a eu mytho ou il y a eu, je sais pas, où le joueur s'est blessé ou je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Bon, je sais pas si ça se passe comme ça dans la vie d'un footballeur ou d'un sportif pro, mais bon, peut-être, hein, ça doit forcément tourner autour de ce genre de choses, probablement bien plus compliqué, mais l'idée globale est là. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, là on commence avec n égale 50, donc c'est-à-dire qu'on va jouer 50 matchs. Ok? Donc que représente M50? Bah, M50 c'est x1 plus x2 plus blablabla plus x50 sur 50, c'est-à-dire le nombre de points sur tous les matchs, divisé par le nombre de matchs, qui est 50. Okay. Et donc, ça va nous donner la moyenne de points par match. Ok? Mais qu'on observe, on va noter le nombre de points qu'il a marqué sur la première journée, sur la journée 2, etc. Et on fait la moyenne directe. Ok? Ça, c'est M50. Du coup, ben, l'espérance et la variance, pas de problème. C'est là. La variance, elle est là. Ok? Directement, on connaît x, nous. V de x, c'est 65. Donc, il suffit de faire V de M50, c'est égal à V de x, 65, sur 50. Ouais, et pour l'espérance, qu'est-ce qui se passait? Ben, les n se simplifiaient, et donc, l'espérance de M50, c'est la même que l'espérance théorique. Ok? Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, bah, les calculs ici sont particulièrement simples. Alors, je vais les noter pour qu'on les ait sous les yeux. On en aura besoin. On a dit quoi? On a dit E de M50, c'était égal à E de X. Et V de M50, ça c'était égal à V de X sur 50. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Ok, super. Bon, bah là, pas de difficulté principale. Voilà, la question qui commence à fâcher arrive là, mais ici, pas de panique. Enfin, si vous avez suivi à peu près tout ce qu'on a dit, là, vous reconnaissez, ah, ça ressemble à l'inégalité de concentration, là. Là, j'ai le Mn, M50, 22, bah 22, c'est l'espérance de X. Donc là, si je reprends ma formule, ici, c'est celle-ci qui nous monte là. Ok? Donc, ça nous donne V de M50 moins EX est supérieur ou égal à 3. On nous dit que c'est inférieur ou égal à 13 sur 90. Donc, il faut le montrer. Donc, pour le montrer, bah, il suffit de faire le calcul. On reprend cette formule-là. Donc, on a dit que V de X, c'était 65. Donc là, on va mettre 65. Là, le n, il vaut 50. Et le delta, il vaut 3. Ouais. Donc ça donne du coup 65 divisé par 50 fois 3 au carré. Et ça nous donne 13 sur 90.
Donc en fait, même la question C, ici, pas de difficulté réelle en fait. C'est directement calcule les valeurs de... Enfin, applique directement l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Ok? Là, ils sont gentils parce qu'en fait, vous avez dû voir dans les annales de l'année dernière, fallait tout redémontrer. Bah en fait, ici, il faudra le faire aussi. Mais c'est juste dans la question suivante. Et du coup, c'est plutôt intéressant de voir cette annale parce que du coup, ça va bien faire le lien en fait avec les différentes choses qu'on peut vous demander. Encore une fois, toujours dans l'idée d'essayer de comprendre l'exercice. Qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on traite, qu'est-ce qu'on essaye de faire, pourquoi. Ok. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on a dit ça, tac tac. Donc cette inégalité là, c'est tout de suite, faut remplacer en fait les valeurs. Ok. Faut juste faire le calcul. Donc avec la formule. Donc, bien sûr, la formule, faut la connaître. Essayez de vous rappeler, essayez qu'elle fasse du sens pour vous. Il n'y a pas le choix, faut la connaître. Donc vous n'êtes même pas obligé de connaître l'inégalité de concentration. Vous pouvez directement refaire l'inégalité de Chebyshev en remplaçant, plus ou moins comme on l'a fait ici là. On a remplacé nous. Je l'ai écrit 2 fois, mais je l'avais remplacé là. Ok, on met Mn, on met Mn, on met Mn, et on vient de les calculer, en fait. E de M50, on l'a calculé. V de M50, on l'a calculé aussi. Donc on peut directement remplacer. V de M50, on a dit que ça valait... je sais plus. Mais bref, ça c'était la question B. Donc on les a calculés. Donc on peut directement utiliser Chebyshev en remplaçant les x par M50. Et on a déjà tout calculé. Il n'y a plus qu'à calculer avec la division par delta carré. Ok, qui vaut, le delta ici vaut 3, c'est écrit dans la formule. Ok, donc là, pas de difficulté vraiment. Alors, maintenant, on va voir la partie sur comment on reconstruit cette inégalité. Comment on en arrive du coup à majorer une probabilité basée sur une inégalité. Alors, du coup, hop, je me mets là. Donc là, on nous dit, ok, on veut la probabilité de, donc P de l'inégalité là. Donc M soit compris entre 19 et M50. M50 entre 19 et 25. Ok. Donc là, l'idée, ça, on ne sait pas la calculer. Au contraire de quand on avait T, où ici, on a pu la calculer parce que du coup, on connaissait comment se comportait T parce qu'on connaissait N. Ils étaient directement liés. Du coup, on pouvait calculer ici directement la probabilité, avoir une valeur égale. Là, on n'en sait rien. On ne sait rien du tout. On connaît juste l'espérance et la variance. Du coup, on ne peut pas la calculer. Donc, le seul outil qu'on a à notre disposition pour pouvoir quand même avoir une idée de cette proba-là, donc que sa moyenne par match, elle soit entre 19 et 25, okay, on lui a promis 22, quelle est la probabilité que ce soit entre 19 et 25? C'est ça qu'on va regarder. On ne peut pas la calculer, donc on va essayer de l'estimer. Ok? Donc pour ça, le seul outil qu'on a, c'est l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Du coup, on va progressivement la reconstruire. Donc on va partir de ça, ce qu'il y a sur le Word là, et on va reconstruire jusqu'à arriver avec ça là. Okay, alors pas que, il n'y aura pas que ça, mais le but c'est de reconstruire le P et ce qu'il y a entre parenthèses à gauche là, avec la valeur absolue. Alors, du coup, pour ça, si on a compris qu'on faisait l'écart par rapport à E, à l'espérance, du coup, on sait ce qu'il faut faire. Là, on veut plus pour une variable, mais on veut l'écart par rapport à cette variable. Alors, en soi, c'est E de M50 là qu'il faudrait que je mette. Ok? Mais sauf que on sait que c'est E de X, on l'a déjà dit. Ok? Donc du coup, je vais directement mettre
E de x. Parce que c'est les mêmes. Okay, E de M50 est égal à E de x. Okay, donc je mets directement E de x. Et on va faire ça des deux côtés. Et E de x, on nous la donne dans l'énoncé. E de x, elle vaut 22. Donc finalement, je dois faire E de x, enfin M50 moins 22. Okay, donc je vais le faire des deux côtés. 25 moins 22, ça fait 3. 19 moins 22, ça fait moins 3. Et du coup, là, on va pouvoir utiliser la valeur absolue. Alors, il faut absolument que le chiffre ici et le chiffre là, ce soient les mêmes au signe près. Ok? S'ils ne sont pas opposés, ben, ça ne marche plus notre histoire de valeur absolue. La valeur absolue, c'est pour mesurer un écart. Donc, ça tombe bien. On veut voir à quel point on peut s'éloigner de notre valeur. Là, on veut que l'écart soit compris entre moins 3 et 3. Ok? Et la valeur absolue, c'est une notation qui permet de traduire ça. Ok? Ça se note en valeur absolue. M50 moins 22, plus petit que 3. Ok? Parce que la valeur absolue nous donne directement l'écart qui soit positif ou négatif, au-dessus ou en dessous. Ok? L'écart du nombre de points, il est de 3, mais peu importe qu'il soit de plus 3 ou de moins 3. Tout est inclus dans la valeur absolue en fait. Ok? Parce que la valeur absolue, c'est une valeur positive. Bien. Pardon. Hop. Donc tout ça, la probabilité. Donc en fait, là, ce qui change, c'est ce qu'il y a entre les parenthèses. On transforme l'inégalité pour se rapprocher de l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, du coup en faisant moins l'espérance de chaque côté de l'inégalité, et on voit que, vu qu'on obtient le même chiffre à gauche et à droite au signe près, on peut passer à la valeur absolue. Ouais. Et du coup, là, on est emmerdé, parce que du coup, nous, l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, c'est ça. Ou là, bah, le delta, pas de problème, hein, c'est 3. C'est pas ça le problème. Mais là, nous, on n'a pas supérieur ou égal à cet écart. Donc à quel point on est au-delà de loin de la moyenne. Là, on veut que l'écart soit à l'intérieur. Du coup, c'est le contraire. Si vous prenez une droite graduée, disons, et que vous regardez l'écart, bah, du coup, il va être soit de plus 3, soit de moins 3. Ok? Par rapport à l'espérance. Okay, c'est l'écart par rapport à l'espérance qu'on regarde. M50, on veut savoir la probabilité que son écart soit plus petit que 3. Okay, ça, là, c'est ça que ça dit. On veut savoir la probabilité que le M50 se trouve dans la partie assurée. Okay, éloigné au plus de 3 unités de la moyenne théorique. Ok? Sauf que Bien-Aimé Tchebychev, lui, il nous dit quoi? Il nous donne la probabilité qu'on soit là ou là. Ok? Du coup, ben, là, vous devez vous rendre compte que là, entre le bleu, les hachures bleues et les hachures rouges, j'ai bien tout colorié. Donc, tout hachuré. Donc, j'ai la totalité. Je suis sûr d'être soit dans le rouge, soit dans le bleu. Ok? Donc, la probabilité d'être dans le rouge ou dans le bleu, c'est 1. Je suis sûr. Ok? Donc, on va dire que ça, là, c'est ben, tout. Enfin, le bleu, c'est tout sauf le rouge. C'est-à-dire, ben, la probabilité que M50 moins 22, donc l'écart par rapport au 22, soit plus grand que 3. Ok? C'est le contraire. Celle du haut, là, nous demandait que l'écart soit plus petit que 3 d'un côté ou de l'autre. Mais nous, Tchebychev, il nous donne la probabilité que l'écart soit supérieur à la valeur indiquée, ici 3. Quelle est la probabilité, pour Tchebychev, que l'écart par rapport à la moyenne soit plus grand que 3? Donc vraiment, que ce soit un mauvais coup, disons.
Voilà, si 3 c'était la limite qu'on s'était donnée, quelle est la probabilité que le joueur qu'on a pris finalement est en dehors même de la fourchette qu'on s'attendait d'avoir, quoi. On nous a vendu 22, nous on était OK avec 19-25, un écart de 3, et ben du coup on va regarder la probabilité qu'on n'y soit pas. Qu'on soit en dehors de ça, qu'on soit encore plus loin, donc avec des écarts plus grands par match. OK? C'est ça que ça va nous donner Chebyshev. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair dit comme ça. Je vois que vous n'avez pas trop de questions. N'hésitez pas, hein, si c'est un peu le flou. Et du coup, ben ça là, bah, on l'a déjà. Okay, dans la question d'avant. Si vous regardez ici, la question C, c'est exactement ça qu'on a calculé. Enfin, qu'on a estimé encore une fois. Ok? Donc, regardez ce qui se passe. Là, je vais pas tout de suite faire l'inégalité parce qu'il y a un moins, il y a le 1. On va le reconstruire progressivement. Okay, donc là, je fais un aparté. Je recommence avec la question C. La question C nous disait que ce truc-là, là, hop, 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 ça, on sait par Chebyshev que c'est plus petit ou égal à 13 sur 90. Ok. Ça, c'est l'application de l'inégalité de Chebyshev. Sauf que nous, on n'a pas juste ça, on a moins. Donc, on va multiplier par moins 1 des deux côtés de l'inéquation. Okay, et si je multiplie par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Ok, donc je vais le mettre en vert pour qu'on le voit bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour reconstruire l'égalité? Ben, faire plus 1 des deux côtés. Plus 1 à gauche, P de blablabla, blablabla, hop, 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 et plus 1 à droite. Ok? C'est pour ça que du coup, on obtient à chaque fois une proba qui sera supérieure ou égale, alors que l'inégalité nous donne un résultat inférieur ou égal. Okay, comme dans la question C. Mais sauf que nous, on va prendre le contraire, donc ça va changer le sens de l'inégalité. Ouais. Et ça, du coup, ben, si on le calcule, là, le 1 moins 13 sur 90, j'ai pas la calculatrice, donc que je peux le faire ici. On va vérifier quand même que je dis pas des âneries. 1, si vous imaginez, c'est pas ça. Je passe pour un con. C'était ça ou c'était pas ça? Oui, si. 0,85. Bon, 0,86 en plus. Ils ont... Ah, soit strictement supérieur. Ouais, bon, ok, j'ai rien dit. Donc, effectivement, on tombe sur 0,85555555. On est supérieur ou égal à 0,855555. Donc, forcément, on est strictement plus grand que juste 0,85. Ouais. Ça, c'est à peu près égal à 0,855555555. Donc, forcément, c'est plus grand que juste 0,85. Ouais. Ok. Donc, en gros, la probabilité que ce joueur marque, enfin, sa moyenne de points soit entre 19 et 25, ben, cette probabilité-là, elle est supérieure à 85%. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, en fait, j'en sais rien. J'en sais rien si c'est bien ou pas. Ça, faudra demander aux spécialistes. Je sais pas si dans le cadre de ça, ils sont contents que la proba soit supérieure à 85%, si c'est assez ou pas assez. J'imagine, tout dépend le prix qu'ils ont payé dessus. Si on regardait le risque de blessure de Neymar, par exemple, bah, je sais pas, je pense que Paris a peut-être mal anticipé ou a mal calculé les probas que Neymar se blesse moins et du coup soit rentable. Parce que bon, finalement, bah, c'est pareil pour l'Arabie Saoudite d'ailleurs.
Donc peut-être qu'ils n'utilisent pas correctement les probas. Donc peut-être que vous terminerez dans le staff du PSG pour les aider à recruter correctement. Ce serait stylé en vrai comme métier, non? Bon. Bref. Ok, alors maintenant il y a une question qui est super intéressante. Indiquez en justifiant si l'affirmation est vraie ou fausse. Il n'existe aucun entier naturel n tel que la probabilité qu'on a vue là-haut, qu'on avait majorée, mais pas avec 50, avec n, soit strictement plus petite que 0,01. Donc, c'est pas possible de remplacer le n par un chiffre, il n'en existe pas qui marche, de sorte à ce que la probabilité de ça soit strictement plus petite que 0,01. Alors, là, déjà, pour ce genre d'affirmation, un peu de logique. Il n'existe aucun. Donc, si vous en trouvez un qui marche, c'est faux. Ok? Ici, c'est vraiment précis. Si on dit il n'existe aucun, même s'il y en a un parmi des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards, c'est faux. Ok? Juste un suffit à montrer que c'est faux. Ok? Parce qu'on dit il n'existe aucun. Si en existe un, c'est faux. Du coup. Donc première option, c'est en trouver un qui marche. Ok? Si vous en trouvez un qui marche, donc si vous êtes un peu astucieux, vous pouvez essayer avec un n relativement grand et vous calculez. Vous refaites le calcul de v de m 50, bah non plus 50, mais je sais pas, 1000 par exemple. Vous faites de v p de m 1000 bah, par Chebyshev. Si on met m 1000, bah du coup, là je vais prendre celle-ci. L'espérance ce sera la même que x et l'espérance, la variance de m1000 ce sera la variance de x 65 divisé par 1000. Ok? Donc c'est facile à calculer. Et le 3 il est toujours là. Le delta c'est toujours 3. Donc vous pouvez le calculer. Et normalement à 1000 vous êtes serein. 1000 c'est un suffisamment grand nombre pour que les probas deviennent petites. Ok? Donc, il n'existe aucun. Première façon de répondre, c'est de montrer qu'il y en a un. Ok? Si on veut aller un peu plus loin, on peut montrer, on peut tous les calculer, disons. Donc, il va falloir résoudre une inéquation pour trouver à partir duquel ça marche. Ok? Donc ça, c'est les inéquations classiques qu'on fait souvent pour trouver n. On le fait souvent avec la loi binomiale quand on veut regarder qu'il y a zéro succès. Voilà, la probabilité qu'on regarde que ce soit plus grand que 99%. Bah voilà, ça c'est le genre d'inéquation qu'on fait souvent. Donc on peut résoudre en prenant mn du coup, et cette fois il nous resterait du n dans la formule ici. On connaît tout le reste, ok, ex, delta, vx on connaît, il nous resterait n. Ok, et du coup on a bien une inéquation avec n comme inconnu. Et il suffit de résoudre et on trouverait n supérieur à je sais pas combien. Ok? Voilà, donc soit on en montre un, soit on les trouve tous, c'est un peu plus stylé, ou soit, ben, tout simplement, on mentionne la loi des grands nombres, en fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça. Ouais, vous comprenez? Alors, je suis allé voir dans la correction. Dans la correction, ils mettent justement de tous les trouver. Mais vu qu'on a la loi des grands nombres, utilisons-la, en fait. Est-ce que c'est vrai qu'il n'existe aucun entier naturel tel que ça va devenir plus petit que 0,1? Ben n'importe quoi. Parce qu'on a dit que plus le n est grand, plus on se rapproche de 0. Donc, on va être largement plus petit que 0,01 si on prend un m très grand. Donc, bien sûr que si, il existe des entiers tels qu'on a ça. Il en existe une tonne. Ouais. Plus n tend vers l'infini, plus le résultat de tout ça va se rapprocher de 0. Donc forcément, il va être plus petit que 0,01. Ok? Donc là, pour moi, la meilleure justification, enfin la plus élégante,
c'est quand même de mentionner la loi des grands nombres. Si on a fait tout ça, c'est en partie pour ça. Donc j'ai été très surpris de voir qu'il ne la mentionne pas dans la correction, mais bon, pourquoi pas, hein, toutes les solutions. Là, je vous ai du coup évoqué les 3 possibles, ok, pour répondre à cette question. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était clair pour ça. Là, du coup, ben, maintenant, à la lumière de cette annale, là, je vais... la deuxième et troisième méthode, surtout celle de l'inégalité. Ok, alors, bah pas de souci, on va détailler ça. Hop, hop, hop. Du coup, la deuxième et troisième méthode, c'est quoi que j'ai appelé deuxième déjà? Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ah oui, en trouver un, donc ah oui, avec 1000, ok. La deuxième, c'est tous les trouver avec l'inégalité, ok. Donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième, ok, ouais, je la réexplique juste après, la troisième, avec la loi des grands nombres. Ok, alors du coup, la deuxième, c'est quoi? C'est que du coup, si on regarde P de... Alors moi, je fais des petits P. Vous faites ce que vous voulez. Moins 22 supérieur ou égal à 3. Ça, d'après l'inégalité de concentration, c'est V de Mn sur delta carré, donc 3 au carré. Ok, donc là, c'est Chebyshev ou concentration, comme vous voulez, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc je vais tout de suite transformer V de Mn. Pour rappel, on a dit que c'était V de X sur N. Ok? Donc du coup, je vais tout de suite le remplacer là. Je vais mettre X et je vais diviser par N. Ok? Et on veut vérifier que ce nombre-là, on veut vérifier si c'est possible ou pas qu'il soit plus petit que 0,01. Ouais, c'est clair. Donc du coup, je l'écris. On va regarder si V de X sur N fois... Bon, 3 au carré, je vais mettre 9. Hein, je vais tout de suite mettre 9N. Si ça, c'est strictement plus petit que 0,01. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il en existe? Est-ce que je peux trouver un n tel que ce soit le cas? Bah là, on peut même se rappeler des limites pour... voilà, c'est le principe de la loi des grands nombres. Là, je fais un peu les deux en même temps. Là, si tu fais tendre n vers 0, alors v de x, on peut le remplacer. V de x dans l'énoncé, hein, c'est donné, c'est 65. Donc ça fait 65 sur 9n, plus petit que 0,01. Si je fais tendre n vers plus l'infini, mon truc à gauche là, il va tendre vers quoi? Alors, hop. Si je fais tendre mon n vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Ok? Et d'après les théorèmes de comparaison qu'on a vus sur les suites, les limites de suite, ok? Bah si la suite de gauche, là, qui est plus petite, elle tend vers plus l'infini, vers 0. Ouais, non, je dis n'importe quoi, pardon. Je dis des bêtises. Oubliez ce que je viens de dire. Rien à voir. Mais là, du coup, si ça tend vers 0, bah forcément qu'au bout d'un moment, ça va être plus petit que 0,01. C'est ça, en fait, l'explication de la troisième méthode avec la loi des grands nombres. Vu que le résultat, enfin, la borne qui majore notre probabilité, ok, si celle-là, elle se rapproche de 0 de plus en plus, au bout d'un moment, elle va forcément être plus petite que 0,01. Ouais, c'est ça la troisième méthode. Et la deuxième, ben, c'est d'aller encore plus loin et de trouver à partir de quel n ça va devenir en dessous de... ça va être plus petit que 0,01. Ok, et eh ben résolvons vite fait l'inéquation. Ça pose pas de difficulté majeure. Il faut multiplier du coup par n. Donc n c'est un nombre positif, hein. C'est un nombre de matchs, ok, le petit n. Donc nous on avait 50 pour 50 matchs. Mais du coup voilà. Donc on peut multiplier par n des deux côtés. Ok, ça ferait du coup n ici à droite fois 0,01 et je divise par 0,01. Donc ça ferait 65 sur 9 fois 0,01. Et ça,
combien ça fait? Ça fait quoi? 65 divisé par... hop, j'ai dit 9 fois 0, 0, 1. Hop. 722, 22, 22, 22. Ok. Donc, ça là, ça fait environ 722, quelque chose. Donc, à partir de n égale, donc à partir d'un nombre de matchs de 723, à partir de 723 matchs, la probabilité d'avoir un écart de plus ou moins 3 points par rapport à la moyenne théorique est plus petit que 1%. On a moins d'1% de chance, au bout de 723 matchs, d'avoir un écart qui dépasse tout ça. Alors, si c'est le 1% de chance qui nous intéressait, okay, si on voulait que ce soit 1% de chance que la proba reste dans notre... à un écart de 3, plus ou moins, on voulait qu'il y ait 1% de chance que ça dépasse. Bon, moi, si c'est ça le critère d'exigence, ça veut dire qu'avec ce joueur, il faut 723 matchs pour y arriver. Alors, pour remettre un peu en contexte, 723 matchs, c'est une carrière. Et encore, tous les joueurs ne la font pas. Donc, on voit bien que là, les infos qu'on obtient, bon, bah, elles ne sont pas très utiles. Parce qu'un joueur qui fera 720 matchs, il aura eu le temps de changer de club 10 fois. Ou s'il restait dans le même, il aurait eu le temps de prendre 10 ans. Et donc, bah voilà, toutes ces moyennes et ces stats auront évolué avec son âge, avec le temps. Yes, c'est plus clair. Alors, du coup, j'aurais pas trop le temps, mais tant mieux dans un sens, de faire la deuxième annale. Je vais juste peut-être vous l'expliquer rapidement, mais du coup, profitez-en c'est la dernière qui vous reste à essayer de faire. Après, vous n'avez plus d'exemples d'exo comme ça. Donc maintenant, même si vous l'avez déjà fait il y a quelques jours, vous n'allez plus forcément vous en rappeler des résultats exacts. Surtout si c'est un truc que vous ne maîtrisez pas bien. Du coup, ce que je vous conseille là, c'est à la lumière de tout ce qu'on a vu là, d'essayer de vous mettre sérieusement sur l'annale, l'autre c'est le jour 1, et d'essayer de la résoudre. Ok. Et normalement, avec tout ce qu'on a dit, vous devriez vous en sortir. Alors on peut la regarder vite fait. Toute la partie 1, c'est classique. Vous savez, les probas conditionnels. Ensuite, partie B, ça commence par la loi binomiale. Encore une fois, on l'admet. Là, il y a le classique de probabilité d'avoir un ou plus succès, pardon. Ensuite, qu'au moins une, voilà, c'est ça que je voulais dire, supérieur ou égal à 1, donc 1 moins x égale 0. Celui-là, on l'a presque tout le temps. Et voilà, c'est là, dans la question 3, on le reconnaît, il y a des xn, et il y a divisé par n, on voit qu'il y a la moyenne là, une espèce de moyenne, une fréquence. Du coup, on va pouvoir appliquer exactement la même chose. E de fn, ce sera E de ça, et par linéarité, le n sort. Ok. Et E de xn, vous l'aurez déterminé dans la partie loi binomiale. Xn, ça suit la loi binomiale. Ok. Donc c'est n fois 0,185. Donc E de fn, ce sera E de xn sur n, et les n vont se simplifier. Ok. Donc je ne détaille pas volontairement, mais juste pour que vous réalisiez que c'est exactement la même chose. Là, ce truc-là, on l'a fait ici. Alors, on ne l'avait pas fait avant, peut-être. Non. Là, on a réutilisé les formules. Ok. Là, c'est M50. Imaginez N. Et du coup, ça donne la même chose que E de X. Ok. Alors, ensuite, V de Fn. Pareil. C'est V de ça, là. Bon, là, la différence, c'est que Xn, c'est pas une somme. Ok. Mais là, peu importe. Vous utilisez les mêmes règles. La linéarité s'applique. Ok. Et vous utilisez les mêmes formules que d'habitude. Ok. V de Fn, pareil, ça va être en fonction de
de xn sur n. Ok? Et pareil, la variance de xn, bah, elle est facile parce que xn, c'est une loi binomiale. Ok? Donc ces deux questions-là, pas de difficulté majeure. Bien sûr, il faut connaître les formules, sinon c'est impossible. Ce chapitre, vous l'aurez compris, si vous ne comprenez pas les formules ou si vous ne les connaissez pas du tout, c'est impossible. Donc il faut connaître les formules. Ensuite, bah, là, on reconnaît l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Direct. Faut juste la réappliquer. Mais sachant qu'on a déjà V de Fn, okay, on nous la donne, bah on sait que ça là, c'est exactement... non, c'était plus haut. Là. V de Fn, donc moi j'ai Mn, mais eux c'est Fn, c'est pareil. Moins l'espérance, donc moins 0,145. Que ce soit supérieur, bon bah là ils nous disent supérieur à combien? À 0,1. Delta vaut 0,1. C'est égal à Vx sur n fois delta carré, 0,1 au carré. Alors nous on n'a pas Vx cette fois, on a V de Fn, c'est pour ça que je vous l'avais écrit deux fois. Des fois ils font pas tout de suite la simplification. Vous voyez, si on vous donne Mn ou Fn en l'occurrence, bah là vous pouvez directement appliquer le résultat. Okay, donc là on comprend que la variance de xn c'est 0, 12, 39, 75. Bon. Voilà, ce serait bien qu'en fait ces formules elles aient du sens, le passage de celle-là à celle-là à partir des formules comme ça. Bah normalement, si vous comprenez ces formules, si vous avez à peu près compris tout ça, là, ces linéarités, ces blabla là, bah normalement, là ça va, ça pose pas trop de soucis. Voilà, donc là il suffit de remplacer en fait. Le V de Mn vous l'avez, vous le remplacez par 0,1239 sur n, et vous divisez par 0,1 au carré. Voilà. Donc la question A et B, pas de difficulté principale. Ok. Par contre, la C, là, elle est un peu plus technique. Donc là, on voit qu'on choisit n égale 1000. Ok. N égale 1000 ici. Et on trouve F1000 qui vaut 0,3. Ok. Donc la fréquence est 0,3. Du coup, on va vérifier en fait si avoir 0,3, c'est dans notre estimation ou pas. Et là, en fait, on va juste faire le chemin inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. On va reprendre cette démarche-là, mais à l'envers, si vous voulez. On va faire, en fait, on va repartir de celle-ci. M50-22. Hop. Donc là, je le fais avec cet exemple-là, mais ça revient au même. On va repartir de ça, de Chebyshev, et progressivement remonter à l'inégalité, ici. Ok? Et donc, ça va nous donner ici des valeurs de tolérance. Ok? Entre guillemets, une fourchette. Ok? La probabilité qu'on soit dans cette fourchette. Ok? Et en fonction du résultat qu'on obtient, ben on verra si 0,3 correspond ou pas. Si 0,3, donc là ce serait F1000 hein, à la place de M50, vous avez compris que le F c'est le M hein, dans mon exemple. Donc là c'est pas 50, c'est 1000. On va vérifier si du coup il est bien compris entre le Fn là, il est censé être compris entre combien et combien. Okay, et on va vérifier du coup si pour 1000, notre 0,3 il correspond ou si il devrait être compris entre autre chose. Ok. Donc en fait, ouais, c'est vraiment ça l'idée. Plus que réussir le calcul, faut comprendre l'idée là derrière. Parce que bon, bah vous savez pas bien sur quelles questions ils peuvent vous poser, mais là c'est vraiment ça l'idée. C'est que du coup on a l'inégalité, on veut vérifier le résultat de départ sur la moyenne. En fait, dans l'autre exo là, vous voyez qu'on était parti de l'inégalité sur la moyenne, ok?
et qu'on avait construit Tchebychev. Ok? Là, bah, du coup, c'est le contraire. On va partir de Tchebychev et remonter à l'inégalité et vérifier si la probabilité est cohérente avec, avec le 0,3 trouvé ici. Ouais. Bon. Voilà, j'ai commenté ça, mais du coup, faites-le vous-même. Hein. Je ne veux pas le faire moi parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'annales. Si vous les avez déjà toutes faites, enfin, si c'est moi qui les fais en plus, ben, vous ne pourrez pas vraiment vous entraîner. Du coup, bon, voilà. Je préfère pas la faire en entière. Alors, les annales, c'est celle d'Amérique du Nord. Celle que j'ai pas faite en entier, c'est le jour 1. Et celle que j'ai faite en entier, là, c'est le jour 2 normal, je crois. Je crois que c'est pas le secours. C'est écrit si c'est secours. Et là, c'était pas écrit. Non, non, ça, c'est le jour 2 normal. C'est les voilà, Amérique du Nord de cette année. Je crois que dans le secours, il n'y a pas le. Il y a que ça s'arrête à la loi binomiale. Il n'y a pas de somme de variables aléatoires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura un peu éclairci les idées. Là, pour ceux qui sont les plus motivés, je vous propose quelques petites questions de dénombrement, histoire d'en refaire un peu. Bon, ça, on ne sait jamais trop où le caler. Je, ouais. Le plus probable, enfin, disons que là où ça a du sens, maintenant qu'il n'y a plus trop de QCM, bah, soit un vrai faux, pourquoi pas. Mais bon, ce serait. Ouais, pourquoi pas un vrai faux, ça pourrait être un vrai faux, vu qu'il n'y a plus trop de QCM. Soit ils remettent des QCM, ou soit bah, ça peut être en début d'exercice de proba, avant l'arbre même, pour savoir le nombre de possibilités totales d'un truc, quoi. Donc bah, on peut regarder quelques questions, histoire juste de se rafraîchir la mémoire. Donc sur le site, hein, il y a une fiche mémo sur le dénombrement. Allez-y, regardez et appropriez-la vous. Appropriez-vous-la plutôt. Euh, et puis si vous avez des questions, pareil, hein, vous pouvez m'écrire. N'hésitez pas. Et puis, ok. Et ben, commençons. Alors, j'en ai pris quelques-uns des annales que j'ai trouvés. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'exemples sur les annales. On peut en chercher d'autres exemples. Bon, euh, voilà. N'hésitez pas à chercher des exemples corrigés. Et s'il y en a sur lesquels vous ne comprenez pas bien la correction, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, on va en faire quelques-uns là. On va peut-être pas tous les faire, mais on va regarder le premier. Donc, une prof enseigne l'aspect maths dans une classe de 31 élèves de terminale. Elle veut former un groupe de 5 élèves. De combien de façons différentes elle peut former un groupe de 5 élèves? Donc, là, il faut se poser les questions dans le bon ordre. Hein. C'est le cas de le dire. Est-ce que, est-ce que l'ordre compte déjà? C'est-à-dire, est-ce que si j'ai les élèves dans un sens, c'est-à-dire qu'on choisit d'abord l'élève 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, est-ce que c'est le même groupe ou est-ce que c'en est un différent que si je choisis d'abord l'élève que j'avais pris en 5, puis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Est-ce que du coup, l'ordre dans lequel je le choisis pour créer le groupe impacte le nombre de groupes possibles? Bah non, parce que du coup, on s'en fout dans quel ordre ils sont tirés. On veut faire un groupe. On ne dit pas qu'on veut les classer. Donc il n'y a pas d'ordre ici. Il n'y a pas de. On ne regarde pas qui arrive en premier dans les 5. On les prend les 5 en même temps. Ok, on prend un groupe de 5 sans regarder vraiment ce qu'il y a dedans. Ok, donc là, l'ordre ne compte pas. Donc, c'est des combinaisons. Ok, voilà. La suite.
la prof s'intéresse ouais. La prof s'intéresse maintenant à l'autre spécialité des 31 élèves de son groupe. 10 ont choisi physique-chimie, 20 ont choisi SES et 1 a choisi LLCE espagnol. Elle veut former un groupe de 5 élèves comportant cette fois exactement 3 de SES et le reste peu importe. Donc première chose à faire, c'est fixer la condition. Okay, comment je vais choisir un groupe de 3 élèves? Donc groupe de 3, on l'a fait plus haut, c'est une combinaison. Okay, donc on va prendre 3 élèves parmi ceux qu'on fait SES. Donc parmi les 20 de SES. Et ensuite, il faut choisir les 2 autres possibles. Okay, donc on peut former tous les groupes ici identifiés de SES, de trinômes de SES, avec tous les binômes possibles de non-SES. C'est-à-dire les 11 élèves, les 10 de physique et celui d'espagnol, donc les 11 élèves, et on en veut 2. Donc, réponse A. On en fait encore une petite dernière, puis on s'arrêtera là. On va regarder celui-là, là, parce que ça, de mémoire, c'est le début d'un exercice. C'est pas un QCM cette fois. C'est le début, je crois, de l'annale de... Moustique. Pardon. C'est le début d'une annale de centre étranger de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Je sais plus sûr, je me rappelle plus, mais il me semble que c'était ça. Et du coup, ben voilà, là on va demander un nombre de tirages possibles. Ok. Donc, dans cet exemple, c'est quand même relativement facile parce que c'est assez clair. Il donne tous les mots-clés. Donc, on a des jetons de 1 à 8 qu'on ne peut pas discerner, ça a tout le temps le cas. À 3 reprises, on pioche un jeton dans le sac, on note le numéro, puis on le remet. Et le tirage, ce qu'on appelle tirage, c'est la liste ordonnée cette fois des 3 numéros obtenus. C'est-à-dire que on va noter chaque numéro dans l'ordre d'apparition. Ok. Donc l'ordre compte. Là, c'est écrit. La liste ordonnée, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc pas de combinaison ici. Ensuite, donc, il nous donne même un exemple. Si le joueur pioche 4, puis 5, puis 1, alors ce sera 4, 5, 1. Mais ce n'est pas le même enchaînement que s'il avait d'abord pioché 5, puis 4, puis 1. Ok. Ça en fait 2 différents, du coup, 2 tirages différents. Donc l'ordre compte. Donc le nombre de tirages possibles, du coup, vu qu'on remet à chaque fois le jeton, puis le remet dans le sac, c'est écrit là, bah, ça veut dire que pour le premier jeton, j'ai 8 possibilités, les jetons de 1 à 8. Puis pour le deuxième jeton, bah, j'ai les 8 jetons disponibles, vu que j'ai remis le premier. Donc 8 fois 8, fois 8 pour le troisième. Donc 8 au cube, c'est un KU play, ici. On peut répéter le même numéro, il n'y a pas d'ordre. Ok, on est toujours dans le même cas, il y a toujours l'ordre, enfin il y a de l'ordre, pardon, j'ai dit il n'y a pas d'ordre. L'ordre compte, il y a répétition possible. 2A, il n'y a plus de répétition. Donc là, du coup, on passe aux arrangements. Donc, combien j'ai de possibilités pour le premier? Bah, toujours 8. Mais pour le deuxième, vu que je ne peux pas retirer le même, ça veut dire que c'est comme si on ne l'avait pas remis dans le sac. On ne peut pas tirer le même, c'est ça sans répétition de numéro. Okay, on ne peut pas avoir 4, 4, 1. Okay, ça veut dire qu'il n'existe plus le 4. Enfin, on ne peut plus le tirer si on l'a déjà tiré une fois. Donc j'ai 8 jetons au départ, puis 7, puis 6. Okay, ça, c'est un arrangement. Et le nombre de tirages contenant au moins une répétition, ce au moins, il est partout. En fait, si on a vu tous les tirages possibles, l'ensemble de tout, on a vu sans répétition. Et là, on nous demande avec répétition. Peu importe le nombre, mais avec répétition. Ok. Bah, du coup, ce sera tous les tirages possibles, moins ceux sans répétition. Il me reste bien les tirages avec répétition. Ouais. Voilà. Donc, ici, ça nous donnerait la réponse du 2B, c'est la réponse du 1 moins la réponse du 2A. Voilà. On va s'arrêter là, il est déjà 45. J'espère vraiment que ça vous a aidé à comprendre.
En tout cas, pour tout ça, ben, euh, honnêtement, c'est vraiment pas forcément facile à comprendre. Franchement, si quelqu'un là rentrait dans votre chambre ou je sais pas où vous êtes et regarde votre écran, ben, il saute là, il saute de la fenêtre. Je veux dire, c'est l'enfer. Vous regardez mon écran là, c'est. Mais personne n'a envie de faire ça. Soyons honnêtes. Mais en fait, accepter que c'est compliqué, mais accepter aussi que bah, finalement, il n'y a pas grand-chose derrière. Tout est à la base de ces formules-là. Là. Ok, si vous les comprenez, les maîtrisez, ben, après ça va. Ouais. Il suffit à chaque fois de reconstruire cette inégalité-là. Ok. Et puis de l'appliquer. Donc, faut la connaître aussi. Donc, vraiment, essayez de votre mieux pour réussir à comprendre ça. Si jamais vous avez décidé de complètement faire l'impasse, bon, je sais que certains d'entre vous vont le faire. Donc, pour vous, évidemment, si vous pouvez éviter de faire l'impasse, évitez. Mais certains, si vous êtes en énorme difficulté en maths en général, c'est clairement pas ça qui va vous rapporter des points. Donc, c'est pas là où il faut mettre vos efforts. Donc du coup, mon conseil, c'est de quand même essayer de regarder au moins les premières questions. Elles sont pas compliquées les premières questions. Ok. Après, bah évidemment, quand vous commencez à creuser, bah ça devient un peu plus dur. Mais si vous connaissez au moins les formules de E et V, E de Mn, E de Sn, ben on vous les demandera tout le temps. C'est sûr qu'on vous les demandera. Ok. Ou si on ne vous les demande pas dans une question, il faudra le faire à l'intérieur de la question. Ils n'auront juste pas décomposé. En plusieurs questions, ils auraient tout mis dans une seule. Mais vous pouvez démarrer avec ça. Donc, franchement, ça, vous pouvez le faire. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de questions quand même. Si vous arrivez déjà à en faire une sur les trois, c'est déjà pas mal. Ok. Donc voilà, mon conseil, c'est de quand même apprendre les formules au moins les plus simples. Au moins celle avec celle-ci là, et pareil pour E, celle-ci il faut les apprendre parce que c'est sûr qu'elles tombent. Et franchement, elles sont pas très compliquées. C'est la même pour E et V. Vous voyez, E de Sn c'est N E de X, comme pour V. Ok, ça change juste pour Mn. Mais pas de beaucoup, elles sont pas très compliquées à retenir. Je veux bien que Chebyshev elle soit un peu plus galère. Bien sûr. Mais les autres, non. Mais si vous arrivez quand même à apprendre Chebyshev, vous voyez que à deux reprises, ils nous l'ont fait appliquer direct. Genre, remplace les valeurs. Si vous la connaissez, si vous connaissez juste les formules mais que vous n'avez rien compris au chapitre, vous pouvez en moyenne faire 2 questions sur 3 sur ce thème-là. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, franchement, si vous êtes vraiment perdu, vous pouvez tenter quand même d'apprendre les formules des sommes de variables aléatoires et littérales d'inégalité. Ok. Et si vous y arrivez, ben, vous êtes sûr d'avoir une bonne partie des points sur cette question-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura un peu servi. Encore une fois, c'est pas un chapitre facile, donc déjà bravo pour ceux, s'il y en a d'entre vous qui ont suivi du début à la fin, bravo. Si vous êtes en train par la suite de regarder le replay, bah, bon courage. Mais bon, en vrai, c'est faisable. Mais voilà, désespérez pas. C'est dur, mais faisable. Voilà, et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous dire que si vous. Voilà, le replay sera encore une fois sur YouTube. Je vais le mettre tout à l'heure. Et du coup, les prochains, ce sera samedi et dimanche à 10 h le matin. On fera du coup le samedi intégrale et fonctions trigo principalement. Donc on va faire le domaine des fonctions axé sur intégrale et fonctions trigo. Euh, J'avais déjà fait aussi une vidéo sur la continuité et le TVI. Donc vous pouvez aller voir ça. Et j'en avais fait une aussi sur les équadifs. Elle n'est pas encore en ligne, mais je vais la mettre en même temps que celle-ci. Du coup, voilà.
normalement, avec ça, vous avez de quoi faire un bon récap sur les fonctions, avec celle de samedi. Et, euh, et du coup, pareil, on se basera sur les annales d'Amérique du Nord. Et le dimanche, on fera les vrais faux d'Amérique du Nord pour la géométrie, juste histoire de se remettre dedans. Ok. Si je trouve d'autres QCM, j'en prendrai aussi. On essaiera de les faire relativement vite pour voir que c'est tout le temps les mêmes questions et juste reprendre un peu les automatismes. Normalement, la géométrie, vous maîtrisez dans l'ensemble assez bien. Donc, il faut juste se rappeler comment on montre que trois points forment un plan, comment montrer qu'un vecteur est normal au plan, comment trouver les coordonnées du projeté orthogonal. Voilà, ça doit vous évoquer des trucs, mais il faut le revoir un petit peu pour que ça revienne bien et que ce soit bien clair. Voilà, et ben écoutez, suerte pour les révisions. Et nous, on se voit du coup probablement samedi si vous êtes chaud. Bon courage et hasta luego, chicos.